Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes le jeudi 3 janvier 2025. En guise de vœux, je vais nous souhaiter à tous une année avec une détermination la plus forte possible pour rendre ce monde justement plus humain et lui redonner toutes ses valeurs d'humanité. Et ça, c'est une mission que Police pour la vérité contribue à mener avec plein d'autres partenaires de médias alternatifs en essayant de montrer la vérité, en tout cas la réalité de ce que nous vivons et de nous donner à tous le courage, la détermination, la volonté de poursuivre ce chemin, même si parfois il est difficile et même si parfois on prend des coups. Donc voilà ce que je nous souhaite à tous. Et aujourd'hui, c'est Sophie qui est à nouveau avec moi, Sophie de Police pour la vérité, qui va nous parler de la politique d'investissement militaire ou quelque chose comme ça. Ça y est, c'est le trouble. Je suis troublée. Tu vas nous expliquer, Sophie, l'innovation. Voilà, merci. Et je te donne sans plus tarder la parole. Bonjour et merci de m'accueillir pour que je puisse de nouveau expliquer un petit peu aux gens ce qui se passe dans le domaine de la défense. Et donc aujourd'hui, plus particulièrement les politiques publiques d'innovation militaire, c'est-à-dire politique de R&D en fait, pour faire simple. Et ça me paraît important parce que qui dit politique publique dit argent public. Et donc c'est intéressant de savoir ce qu'on fait de notre argent. Voilà, donc là on n'est plus sur le volet protéger comment en fait. Alors, pour m'aider et aider les personnes qui vont suivre aussi, j'ai préparé donc un diaporama. J'essaie d'avoir là mon ordinateur, des fois, il n'est pas toujours coopératif. Voilà, donc j'ai préparé un plan en 3 parties. Alors, j'aime bien faire de l'histoire parce que j'aime bien savoir d'où viennent les choses. Et donc, la première partie s'intéresse aux raisons qui ont poussé les États à avoir une politique publique d'innovation militaire. En fait, déjà, à s'intéresser à l'innovation, donc aux sciences et aux techniques, et les germes de la politique publique d'innovation. Ensuite, sur un deuxième point, elle est composée de quoi, cette politique publique d'innovation? Alors, française, mais j'aurai aussi un volet sur la politique européenne. Et puis, une troisième partie sur les limites de ces politiques-là. Alors, déjà, pour commencer, c'est intéressant de se préciser que voilà, je ne vais pas repartir très très long dans le temps, parce que si je parle d'État, l'État tel qu'on le connaît, donc unitaire, centralisé, vraiment la forme européenne de cette organisation politique, les historiens la font dater à peu près au début du XVIe siècle. Voilà, bon, après c'est toujours compliqué, il n'y a pas une date comme ça, je claque, mais disons pour situer dans le temps, on va être début du XVIe siècle. Donc là, il y a une centralisation du pouvoir avec, donc on passe de la royauté à la monarchie. Et donc, à cette époque-là, on peut parler déjà des fortifications avec notamment Vauban. Donc là, on va être à la fin du XVIIe siècle. Donc Vauban, c'est un ingénieur qu'on se sert des maths pour savoir comment fortifier au mieux certaines places. Alors, le fait qu'il soit un ingénieur, ce n'est pas un hasard, parce que dans le terme ingénieur, on a génie, et génie, on sait que c'est relié au domaine militaire. Il y a une arme du génie dans l'armée de terre, donc les sapeurs, tout ce qui est mine, explosif, franchissement de coupures humides, comme on dit dans l'armée, passer sous justement les villes assiégées. Voilà, donc toutes ces techniques-là, en fait. Donc, on pourrait dire que ça remonte à la Rome antique, mais voilà, c'est pour ça que moi, je ne vais pas rester sur les derniers siècles, ça va être déjà suffisant. La marine aussi fut pendant plusieurs siècles à l'avant-garde des sciences et des techniques. Ils avaient bien besoin d'avoir une bonne médecine, puisque quand on est à bord d'un bateau, on doit faire avec les moyens du bord. Une bonne connaissance en astronomie, l'océanographie, évidemment, connaissance des courants marins, la météo, c'est intéressant. Construction en aval avec la métallurgie, la mécanique, la physique, et puis des outils qu'on a demandé de plus en plus aux officiers de savoir maîtriser s'ils voulaient faire carrière dans la marine, donc les cadrans, les compas, les longues vues. Donc, il y avait cette importance des sciences et des techniques pour la marine. Un historien militaire écrit que le soin qui était apporté à la conception des matériels faisait donc des armées de terre et des marines je cite, des œuvres d'art
dans lesquels les hommes, aussi bien que les navires et les canons, avaient subi une transformation selon des plans préétablis en vue d'une utilisation très spécialisée. Donc ça veut dire qu'on réfléchit à notre besoin, voilà, qu'on le spécifie bien finalement, et qu'à partir de là, on va avoir des sortes de spécifications techniques et qu'on va demander aux gens de concevoir selon ces plans préétablis. Donc il y a un réel soin qui est apporté à l'anticipation et à la définition de son besoin. Les académies des sciences se créent aussi peu à peu en Europe. La première, c'est en Italie en 1657, en Angleterre 3 ans plus tard, donc la France en 1666, l'Allemagne, donc la Prusse en 1700, la Russie en 1724. Donc petit à petit, donc les pays se dotent de cette académie des sciences. Et pour les scientifiques, le fait d'être accueillis dans ces académies-là revêtait une forme de prestige, en fait. On sert le pouvoir royal. Alors, on n'est pas en train de se dire application civile ou militaire, hein, ce n'est pas le sujet. C'est la puissance de son roi, et il y a plusieurs façons d'avoir cette puissance-là. Donc, par la marine, qui de toute façon servait les deux, fonction civile et militaire, l'armée, l'économie, tout ce qu'on veut. Voilà. La guerre de 7 ans, je la cite aussi, donc c'est une guerre européenne. La France avait une très bonne artillerie de siège juste avant cette guerre-là, donc on se disait, bah, ça va, on est bon, on a une bonne artillerie. Et là, bah, en fait, c'est une artillerie de campagne qu'il fallait, donc une artillerie plus mobile, en fait. Et là, bah, en fait, ça ne va pas du tout, et donc on n'a pas été bon sur cette guerre-là. Le duc de Choiseul aurait dit « Tout militaire convient qu'à l'avenir, les batailles ne seront décidées que par la supériorité de l'artillerie. L'artillerie est considérée comme une arme savante. Il faut être bon en maths pour être un bon artilleur. » Et donc, on va réformer l'artillerie à ce moment-là, d'autant que Louis XV avait hérité de son arrière-grand-père d'une énorme dette, et donc il avait besoin de réorganiser l'artillerie parce qu'il y avait une grande variété de canons. Donc, ça fait plus on a une diversité de matériel et plus c'est compliqué pour l'entretien. En plus, chaque canon avait son obus. Donc, s'il y avait des copains sur le champ de bataille qui avaient plus d'obus, on ne peut pas lui dire « Tiens, moi, je t'en passe, j'en ai plein », parce que ça ne rentrerait pas forcément dans son canon. C'est quand même assez embêtant. Donc, on a confié une grande réforme à Gribeauval, qui l'initie 2 ans plus tard, en 1765. Il va définir les fonctions de chaque servant. Il va rationaliser l'effectif d'une compagnie d'artillerie, il va attribuer une école d'application à chaque régiment, il va améliorer la formation des officiers, et surtout, il va en mettre en place ce qu'on appelle le système Gribeauval. Déjà, il va dire, bon, il y a beaucoup trop de canons, c'est trop compliqué, on va réduire le nombre, on en aura moins, mais par contre, en plus grande quantité. Et il a voulu qu'il soit interchangeable en termes de pièces et en termes d'obus. Ce qui fait que bah là, toi, tu n'as plus de canon, je t'en prête, il n'y a pas de problème. Et l'interchangeabilité des obus et des pièces, ça veut dire vraiment des plans préétablis et être en capacité de reproduire exactement les mêmes pièces un certain nombre de fois. Donc, en fait, on est déjà dans la proto-industrie à ce moment-là. Mais je ne vais pas développer ça plus. Mais le fait d'avoir aussi des canons interchangeables, ça veut dire que les servants le deviennent également. Donc, il y en a un qui meurt, on peut le remplacer facilement par un autre, ce qui n'était pas le cas avant. En tout cas, c'était quand même plus compliqué. Donc, système aussi Gribeauval, puisque c'était le canon, l'obus, la poudre, les chariots sur lesquels on transportait les canons, enfin, tout a été repensé. Donc, on parle de rationalisation, ce qui arrive quand même assez tôt. Et ça nous a bien servi, puisqu'on a été très bon dans l'artillerie pendant les guerres révolutionnaires, pendant les guerres napoléoniennes. Voilà, ça nous a servi. C'est un système qui a été supprimé en 1829. Voilà, donc ça a quand même bien duré. Pendant qu'on y était, on a aussi créé l'école militaire à Paris en 1760, puisqu'on en est à vraiment former bien les soldats. Napoléon a été formé artilleur à l'école militaire, d'ailleurs. Voilà, une arme savante, parce qu'il était bon en maths. Choiseul crée en tout 109 écoles royales militaires. Donc voilà, on s'occupe vraiment de la formation des gens. Pendant qu'on est dans les écoles, on va aussi créer les premières écoles d'ingénieurs, toujours sous Louis XV. Donc l'école des ponts et chaussées, la première en 1747. Alors pourquoi les ponts et chaussées ? Parce que la puissance de l'État, toujours pareil, elle se manifeste aussi dans le commerce. À l'époque, l'État est puissant s'il est riche. Bon, c'est un peu changé de nos jours. Et donc, pour être riche, il faut être en capacité de vendre, d'exporter aussi.
Et pour pouvoir vendre dans la ville d'à côté, la région ou le pays d'à côté, il faut des bonnes routes. Hein, voilà, des bonnes routes, des ponts, tout ça. Donc les ponts et chaussées, c'était un peu fondamental pour la puissance de l'État. Il y a l'école du génie l'année d'après, donc génie, j'en ai déjà parlé. L'école centrale des travaux publics, qui deviendra Polytechnique en 1794, et puis il y en a d'autres. Hein, et voilà. Alors, les écoles d'ingénieurs, c'est aussi pour uniformiser la formation des ingénieurs, qu'ils aient le même vocabulaire, qu'ils puissent se comprendre et les faire bien travailler ensemble, et donc avoir des bonnes sciences et techniques. Et avec l'école polytechnique, donc là on est à la fin du XVIIIe siècle, on va intégrer la science à la recherche militaire, puisque ce sont quand même des gens qui sont militaires. Et donc on se dit, très bien, vous avez une formation de scientifique, vous êtes militaire, vous allez pouvoir nous donner des choses peut-être intéressantes dans le domaine militaire. Donc il y a des polytechniciens qui sont, qu'on appelle savants, connus, certains ont des noms de rues, Gay-Lussac, voilà, Le Châtelier, Briançon, voilà. Donc il y a quelques-uns qui sont restés dans l'histoire. Voilà, donc là, on voit comment l'État se préoccupe en fait, de l'état des sciences et des techniques dans son royaume et de les faire avancer. La guerre de sécession, donc la guerre américaine en 61-65, elle est beaucoup regardée en Europe, elle est perçue comme une première guerre totale parce qu'on va mobiliser toutes les ressources qu'on a. Donc ressources démographiques, ça on va dire que c'est pas nouveau. Ressources idéologiques aussi et ressources économiques. On va également se servir des chemins de fer qui étaient au départ pas pensés forcément pour des applications militaires d'ailleurs, mais ça rendra bien service pour la logistique. Voilà, donc guerre totale aussi parce qu'il y a une montée aux extrêmes, parce qu'on disait que l'enjeu était vital, hein, donc la guerre idéologique, et donc il faut vraiment mettre toutes les ressources, tout ça pour gagner la guerre. La guerre de 70, là on est vraiment sur la France. Bon, là, ça n'a pas très bien marché contre la Prusse, on n'a pas été bon, pour différentes raisons, dont un canon, la Prusse avait un meilleur canon que nous, il était fait en acier, les nôtres étaient faits en bronze, ils avaient une portée, une cadence de tir supérieure aux nôtres, et donc on s'est dit, là, il y a une lacune, il va falloir qu'on soit meilleur la prochaine fois. En 1887, donc après cette guerre-là, on va créer donc, une commission d'examen des inventions intéressant l'armée. Là, on se dit, tiens, on va peut-être piocher dans ce que fait le domaine civil et on va piquer des trucs qui nous permettront d'avoir des bons armements et pas se faire avoir pour la prochaine guerre. 10 ans plus tard, il y a un rapport institutionnel qui incite à avoir une vision globale de l'activité industrielle afin d'être en mesure de mobiliser l'industrie en cas de guerre. Voilà, parce qu'on se dit, c'est bien beau d'avoir des super plans, mais si on n'est pas capable de produire, il va quand même falloir qu'on soit en capacité de produire, que notre industrie suive en cas de guerre. Bon, tout ça, c'était plein de bonnes intentions. Ça n'a pas donné de bons résultats, puisqu'on sait bien que la Première Guerre mondiale n'a pas été un succès immédiat, loin de là. Mais voilà, moi, il y avait des intentions posées à la toute fin du 19e siècle. Alors, cette guerre-là, on est parti en disant que ça va le faire, 6 mois, c'est bon. Et puis, en fait, comme on ne le sait pas du tout, ça a duré très longtemps. Et on s'est aperçu que les gaz asphyxiants utilisés par l'Allemagne en 1915, ça donnait un plus quand même à l'Allemagne. Les chars britanniques en 17, ça nous a apporté un plus. Et donc, on se sort de là en se disant, donc plus jamais ça, mais plus jamais aussi, parce que c'est pas tant de gaspiller, on va dire, de la ressource humaine, donc que des gens se fassent tuer, mais si c'est pour gagner 2 mètres qu'on repère le lendemain, ça sert à rien quand même, hein, faut être efficace. Donc, il y a un rapport étatique qui va sortir en 1923, dont j'ai mis quelques extraits, qui disent, l'état d'équilibre analogue à celui qui a régné de 15 à 18, donc a été producteur de ruines économiques et démographiques redoutables. Et ça, on n'en veut plus. Donc, comment faire pour éviter d'être dans cet état d'équilibre ? Il va nous falloir un petit plus qui fera la différence. Donc, il faut donc un armement tenu à hauteur des derniers perfectionnements. Oui, parce qu'en fait, on voit bien qu'on ne peut pas se reposer sur ses lauriers. La valeur des armements peut tomber à peu de choses s'ils ne sont pas tenus à hauteur des progrès de la science, parce qu'en face, la science continue d'avancer. Donc, il faut qu'on soit toujours dernier cri, en fait. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi en 1923, parce qu'en fait, c'est ce qu'on va essayer de faire dans la guerre d'après et surtout dans la guerre froide, ce qui serait bien, c'est d'avoir donc, ce qu'on appelait des engins nouveaux. Aujourd'hui, on ne parle plus d'engins. On retrouve à nouveau la même racine que génie et ingénieur.
conçus d'après des indications tenues secrètes et surgissant au dernier moment pour produire sur l'ennemi donc l'effet de surprise et la rupture d'équilibre, voilà, qui donnerait donc la victoire avant qu'en face ils aient le temps de s'organiser et mettre en place la guerre d'usure qu'on a connue là pendant la Première Guerre mondiale et qu'on ne veut plus jamais revoir. Voilà, donc ça c'était l'idée. Alors pour faire ça, on va créer en 1922 l'Office national des recherches scientifiques, industrielles et des inventions pour assurer la continuité en temps de paix de la politique des inventions qu'on a commencé donc pendant la Première Guerre mondiale. On va aussi instaurer un processus rigoureux, méthodique, scientifique pour faire naître l'invention. Et ça, c'est avec le Conseil supérieur de la défense nationale qui établit en 1924 une directive pour fixer l'organisation d'une mobilisation scientifique. Donc là, c'est plus j'attends qu'il se produise quelque chose et je jette un œil, mais c'est je fais advenir cette invention parce que je veux à tout prix avoir la supériorité technique sur l'adversaire parce que c'est ce qui va me permettre d'éviter d'avoir des guerres d'usure. Voilà, donc et on a besoin de l'industrie derrière, parce que si on a notre super engin nouveau, formidable, mais que je l'ai en 2 exemplaires, si j'ai 2 charges, ça ne va pas me permettre non plus de gagner la guerre, donc il va falloir que l'industrie suive derrière. Et puis pendant entre les 2 guerres mondiales, on se dit à qui on va confier un peu cette responsabilité-là. Alors les militaires, c'est vrai qu'ils connaissent le terrain, mais le problème, c'est qu'ils ont tendance à avoir une courte vue, voilà, parce qu'ils sont très marqués par la guerre d'avant. Ils veulent quelque chose tout de suite pour la guerre d'après, donc c'est pas très intéressant. Alors que les scientifiques, eux, ils ont une vue de long terme, ils savent ce qui va être disponible dans quelques années, ils ont cette connaissance scientifique. Le problème, c'est qu'ils sont des fois un peu déconnectés des réalités du terrain. Donc, on se dit, les polytechniciens, c'est formidable, ils ont les 2 cultures, c'est merveilleux, donc c'est plutôt à eux qu'on va confier cette responsabilité-là. Donc ça, c'était l'idée entre les 2 guerres. Est-ce que ça a donné du bon résultat pendant la Deuxième Guerre mondiale? Eh bien, justement, on a cherché cette fameuse innovation de rupture. On a l'idée des sous-marins, les radars, les fusées V1, V2 allemands, la bombe nucléaire. Les Japonais cherchaient à fabriquer un sous-marin porte-avions. Bon, ils ne sont pas allés au bout du projet, mais il y avait de l'idée en termes d'innovation de rupture. Voilà, donc on est parti là-dessus pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, ce qui veut dire que ça va changer quand même la nature de la guerre, parce que jusque-là, on était quand même dans l'idée de la guerre, c'est une affaire de bravoure. Hein. Voilà, je vais m'illustrer à la guerre, le courage, tout ça, l'épée, les gants blancs. Bon, là, c'est plus vraiment le sujet. La bravoure, on n'en parle plus vraiment. Hein. Voilà, bon, c'est important, mais c'est pas central. La ruse, moi, j'en ai pas beaucoup entendu parler. Les forces morales, de temps en temps, on se dit que ça serait pas mal, parce que surtout en ce moment, c'est très important quand même, vu l'état des forces morales, mais c'est pas ce dont on parle le plus. Par contre, la surprise, elle sera plutôt technique que stratégique, tactique, organisationnelle, ou ce qu'on veut. Voilà, donc on va vraiment être dans cette recherche-là, on le verra surtout dans la guerre froide, hein, où vraiment ça va être une course à l'armement, comme on dit, mais l'armement dernier cri, hein, quand même, c'est pas une course à la quantité. En tout cas, pas entre les États-Unis et l'URSS, pas que. Alors, là, je fais une petite parenthèse. La recherche technique, être à la pointe, il y a aussi une fonction symbolique derrière, qui joue chez certains États. Par exemple, avoir l'arme nucléaire pour certains, je pense à la Corée du Nord, mais pas que, c'est aussi regarder comme j'ai une bonne maîtrise scientifique et technique. Pour la France, je pense qu'il y avait aussi cette dimension symbolique. Hein. Voilà, pour la France, il y avait aussi l'idée de tenir son rang de grande puissance, plus tout ce qu'on raconte. Mais je pense qu'il ne faut pas négliger la fonction symbolique du fait d'être à la pointe de la technique. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, que j'ai misé sur la qualité plutôt que sur la quantité. Alors ça, c'est plutôt la France. La France, face à l'URSS, s'est dit, bon, je ne pourrais pas aligner autant de chars que l'URSS, ça ne va jamais le faire. Même avec les meilleures intentions du monde. Donc, comme ils ont quand même beaucoup, il va falloir, moi, que je mise plutôt sur la qualité, plutôt que d'essayer de rivaliser au plan quantitatif. Donc, ça aussi, ça a fait qu'on s'est dit, il va quand même falloir qu'on soit bon au plan technique et qu'on mise sur cette supériorité sur le plan technique. En 61, on va créer la DMA, donc plutôt pour s'occuper du programme nucléaire quand même.
Donc DAMA, la Direction ministérielle de l'armement. Alors, pourquoi la DAMA? Avant, chaque armée avait son département de recherche scientifique et technique. Mais bon, là, comme on est justement sur un énorme programme qui concerne plusieurs armées et puis que les enjeux commencent à être assez élevés, on s'est dit on va tout regrouper et on va réunir un peu tous les moyens dans une seule direction. Donc ça, c'est en 61. Elle va changer de nom en 77, elle va devenir donc délégation générale de l'armement et puis direction générale en 99, je crois, 2009. Voilà. Alors, au départ, il y avait 3 missions. Là, dernièrement, il y en a 5, mais en fait, c'est plutôt des explicitations de ce qu'il y avait avant. Alors, équiper, soutenir les forces armées de façon souveraine, bon, ça n'a pas changé. Effectivement, sa fonction, c'est d'équiper les armées. On a rajouté explicitement de façon souveraine. C'est intéressant à noter. On en reparlera plus tard. Alors, orienter et soutenir la base industrielle de défense, c'est-à-dire les entreprises d'armement, pour faire simple, hein. Dans une logique de souveraineté, là aussi, on voit qu'on insiste bien, donc comme quoi il y a une préoccupation à l'heure actuelle chez certains. On va retrouver ce qu'on disait, pour équiper, il faut une industrie derrière, surtout si on veut être souverain, c'est-à-dire autonome sur ses choix d'équipement, et il faut qu'il soit compétent. Si on lui dit, moi j'ai besoin de telle techno, ils disent, ah ben non, moi j'ai pas travaillé là-dessus, ça va pas aller. Donc c'est aussi le rôle de la DGA d'être en communication avec ces entreprises-là, qui au départ étaient beaucoup public et maintenant privé, donc de discuter pour leur dire ça serait bien que vous travaillez dans cette direction-là, votre R&D, là, ça serait bien que vous travailliez plutôt par là. Voilà. Soutenir, c'est aussi passer des commandes, financer la recherche. Voilà. Donc, avoir les industries qui répondent à des besoins. J'ai une petite question sur les industries. Quand on confie un type d'armement à une industrie justement pour sa fabrique, est-ce qu'elle va le fabriquer de A à Z ou est-ce qu'il y a des choses qui sont partagées par plusieurs entreprises? Alors aujourd'hui, c'est devenu tellement compliqué qu'on a ce qu'on appelle un maître d'œuvre systémier, donc le systémier intégrateur, on va l'appeler comme ça. Donc lui, c'est lui qui chapeaute tout le truc, mais il ne fait pas tout seul, hein, c'est juste plus possible. Hein. De toute façon, techniquement, ce n'est pas possible. Donc il y a nécessairement plusieurs entreprises qui vont s'associer. Enfin, je dis ça pour les grands programmes, en fait. Hein. C'est vrai que je pense à des véhicules terrestres, des avions, des bateaux. Il y a celui qui va s'occuper du moteur. Bon, ça, c'est un motoriste qui fait que ça. L'autre, il va plutôt faire les capteurs, l'optronique, on va mettre sur notre plateforme. Enfin, voilà. Donc forcément, il y a plusieurs entreprises qui vont travailler ensemble, plutôt sous forme pyramidale. Ouais. Il va y avoir les petites PME, l'équipementier et l'intégrateur systémique. Donc ça, c'est le schéma traditionnel, on va dire. Voilà, pour des fusils, c'est quand même plus simple. Donc là, on a un armurier. Alors là, j'y connais moins. Je ne sais pas s'il fait 100%, mais j'imagine qu'il y a beaucoup moins d'intervenants que pour un bateau, un char, un véhicule blindé. Et après, on verra dans la politique européenne qu'on nous demande de ne plus acheter tout seul, mais de faire avec d'autres entreprises de l'étranger, en Europe. Mmh. D'accord. On part du principe que l'Europe. Je pense pour ça qu'ils insistent beaucoup. On part du principe que l'Europe est alliée et indivisible, quoi. Donc, mais les trahisons, les revers de médaille, ça existe aussi. Donc, c'est dangereux. On en reparlera plus loin. D'accord, merci. Donc, maintenir le fondement de la dissuasion nucléaire, on a dit que c'était quand même une des fonctions d'origine de la DMA-DGA, donc effectivement, donc ça c'est marqué explicitement, et développer la capacité cyber parce que ça prend de plus en plus d'importance, donc ça c'est sorti des textes qu'on n'avait pas avant. Avant, on avait 3 missions, donc préparer l'avenir, équiper les forces et promouvoir les exportations. On a fournir une capacité désormais d'anticipation stratégique, techno et industrielle, donc ça rejoint l'idée de préparer l'avenir, voilà. Seulement-là, on explicite le volet donc techno, industriel et stratégique, et puis promouvoir une approche pragmatique de la coopération et soutenir les exportations. On retrouve le soutien des exportations et se rajoute justement la fameuse coopération avec des pays étrangers, donc de préférence européens, bien évidemment, qui n'était pas explicité avant. Alors, on va dire pourquoi promouvoir les exportations? C'est quoi le rapport avec la DGA? En fait, ça permet de soutenir cette fameuse base industrielle de défense.
Parce que quand on voit les quantités, surtout depuis quelques années, achetées par la France, si les entreprises françaises ne devaient vendre qu'à l'armée française, ils n'en vendraient pas beaucoup et ce ne serait pas très rentable. Donc, le prix unitaire serait élevé. En soutenant les exportations, ça permet de faire des économies d'échelle et donc réduire le coût unitaire et le prix d'achat pour l'armée française. Donc, il y a ça aussi comme idée derrière. Et donc, pouvoir mieux équiper les forces armées puisqu'on en aura plus. Alors ça, c'est donc l'idée, les fondements de notre politique publique, donc d'équipement plus largement et donc l'innovation derrière. Alors, ça fait déjà quelques années, donc plutôt depuis les années 2000, on n'a officiellement pas de politique industrielle, voilà. Mais on a une politique d'innovation. Voilà. Donc le choix des termes est important. On n'a pas de politique industrielle parce que ça veut dire que l'État se mêle de l'industrie et donc de l'économie, et ça, c'est en contradiction avec l'idéologie néolibérale qui dit que si l'État se mêle d'économie, il fait que des bêtises. Donc, il faut mieux qu'il ne se mêle pas trop de ça. Alors, innovation, ça passe dans l'idée où l'État peut indiquer des directions. Par exemple, aujourd'hui, c'est bien de faire des énergies renouvelables, c'est à la mode, donc l'État dit ce serait bien que vous fassiez des choses là-dessus. Et c'est tout. Après, il y a d'autres personnes, des commissions qui sont créées, qui vont sélectionner les projets à financer, tout ça, mais on va dire que ce n'est pas tout à fait l'État. Alors, moi, j'insiste toujours, j'explique que l'État, non, ne fait pas que des bêtises. Il y a quand même eu des choses dont il s'est mêlé qui ont eu du succès. Alors, j'en donne deux. Aller dans l'espace, c'est quand même au départ des actions publiques et qui ont bien fonctionné. Le TGV, l'État était derrière, ça a bien fonctionné. On peut trouver d'autres exemples. Mais aujourd'hui, quand on discute avec les gens, alors plus les personnes sont jeunes et plus on voit la différence, les personnes n'ont pas du tout ce souvenir-là et n'ont pas ces exemples-là en fait en tête. Mais voilà. Alors, qu'est-ce que l'État peut s'autoriser à faire dans le système actuel? Alors, il passe des commandes, alors ça a l'air de rien, mais c'est important. Un monopsone, ça veut dire que dans le domaine de l'armement, il est le seul client à l'échelle nationale. Hein. Ben oui, parce que en droit, il est interdit de fabriquer et de vendre des armements. C'est marqué dans les textes juridiques. Mais voilà, donc l'État, c'est l'armée française est l'unique client au niveau du pays. Et ça vaut pour tous les pays de la planète. Donc ça, c'est important de se dire que c'est un marché où il y a au maximum 200 clients. Hein, voilà, puisqu'il y a 200 pays sur la planète, à la louche. Sauf qu'en réalité, il n'y a pas 200 clients, puisqu'il y en a, ce ne sont pas nos amis, donc ça en élimine un certain nombre. Il y en a, ils n'ont juste pas les moyens, on élimine aussi. Il y en a qui ne sont pas intéressés par nos matériels, parce qu'ils ont le choix. Et donc, on voit bien qu'en fait, nos clients, ils sont extrêmement réduits. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut soutenir les exportations, parce que si on n'a qu'une poignée de clients potentiels et qu'en plus on ne soutient pas, ça ne fait pas grand monde à l'arrivée. Bon, et justement, comme l'État, alors ça aussi, c'est important de le savoir, si une entreprise française fait un armement qui est de qualité, hein, mais dont l'armée française ne veut pas parce qu'elle est déjà équipée, parce que voilà, enfin peu importe la raison, elle aura du mal à le vendre à l'étranger. Parce que les autres armées vont dire comment ça, votre armée n'en a pas voulu? Si déjà votre armée n'en veut pas, c'est louche. Donc a priori, je vais peut-être pas vous le prendre. Le deuxième atout, c'est que si l'armée française le veut, bon, a priori, elle va l'utiliser hein, quand même à un moment donné. Et donc, l'entreprise pourra le vendre en disant, regardez, je l'ai testé sur le terrain, ça fonctionne. Donc, argument marketing supplémentaire. Voilà. Donc, c'est pourquoi les armées, généralement, les entreprises n'ont pas très envie d'investir dans une direction de R&D quelconque s'il n'y a pas une marque d'intérêt de l'armée française derrière. Pas mettre de l'argent si au bout du compte, ça ne sera pas acheté. Voilà. Donc, en règle générale, une entreprise, avant de financer quoi que ce soit, va contacter l'armée française, dit est-ce que par hasard ça vous intéresserait, même si vous ne financez pas, je peux le faire sur fonds propres dans une certaine mesure, mais dites-moi que ça vous intéresse. Voilà. Alors, l'État peut aider au financement par un certain nombre de dispositifs, alors les Astrid, l'Astrid maturation, les rapides, les tests de chiffres, enfin bon, c'est pas très intéressant pour le public, donc j'en parle pas, mais je dis juste qu'il y a des dispositifs de soutien du haut. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas d'application civile, par militaire envisagée au départ, mais que en fait, cette techno peut intéresser l'armée, ça passe. Une entreprise quelconque peut se faire financer. Donc, c'est la DGA qui gérait ça avec l'Agence nationale pour la recherche. Et puis maintenant, c'est l'AID dont je vais parler qui gère. Est-ce que j'en parlerai peut-être dans la planche d'après, mon commentaire là-dessus.
parce que ça concerne justement la dualité. Alors, dans la tête des gens, ils s'imaginent que le militaire est en avance sur le civil et que ça a été ça en règle générale. Pas du tout. En fait, ça bascule en fil du temps. Il ne faut pas du tout croire qu'il y a une généralité. Donc, j'ai expliqué en 19e siècle, le chemin de fer, ce n'était pas militaire à l'origine. Les moteurs thermiques, ce n'était pas non plus ça. La machine à vapeur, ce n'était pas divisé militaire à la base. Par contre, ça a des applications militaires après derrière. Donc ça, oui. Au cours en gros du XXe siècle, très schématiquement, je veux bien que le militaire soit en avance sur le civil à un moment donné et jusqu'à la fin du XXe siècle. Donc, ça ne couvre même pas le siècle en entier. En gros, la guerre froide, je veux bien. Ok, ça c'est vrai. Avec des retombées dans le civil. Ok, maintenant, à la fin des années 90, certains individus qui deviendront ou étaient à l'époque secrétaires d'État à la Défense, c'est pas un hasard, ont pris conscience qu'il y avait une bascule qui se faisait, que le civil était en train de prendre le pas sur le militaire dans un nombre croissant de domaines. Donc, aux États-Unis, j'ai cité donc deux noms, William Perry, donc, qui était ses secrétaires d'État dans cette période-là, et Ashton Carter, qui le deviendra en 2014, je crois, 2015. En France, certains en prennent conscience aussi à la fin des années 90. Alors, pas tout le monde. Il y a le commissariat général au plan en 1993 qui écrit « Les industries liées à la défense sont une composante essentielle du niveau de développement technique et industriel de la France. Ce potentiel technologique a pu être mobilisé dans le domaine civil et a puissamment contribué à la mise sur le marché de produits performants. » Donc, on est toujours dans l'idée que le moteur, il est militaire. Ceci étant, le DGA Jean-Yves Elmer, dont j'ai un peu parlé dans la conférence sur la gestionnarisation, lui, il dit en 99, c'est la recherche civile qui, désormais, tire la recherche militaire. Donc, en 99, il avait conscience que la bascule avait déjà eu lieu. Cela dit, moi, je n'ai pas vu de mesures qui tiraient les leçons de ce basculement avant 2018. Voilà, donc ça a mis un petit peu de temps avant qu'on comprenne les effets de cette bascule. Alors, pourquoi je dis que ça a mis du temps? Alors oui, on va dire, d'accord, il y avait les programmes Astrid, Rapide, tout ça, là, qui disaient je vous finance aussi si c'est dual, mais de facto, pour avoir discuté avec des startups, puisque c'est souvent les petites entreprises qui font de l'innovation, on le sait bien, ce n'est pas tellement les grosses. Eux, ils me disaient, oui, effectivement, ces programmes-là, donc je les connais, mais bon, en résumé, c'était un moyen secondaire de se faire financer. C'est-à-dire, là, j'ai besoin d'argent pour faire continuer de développer ma techno. Qui peut me financer? Ah bon, la DGA? Bon, allez, pourquoi pas, prenons de l'argent, puisque j'ai ça qui se présente, allons-y. Je me souviens d'un entrepreneur qui avait mis sur sa page des applications militaires, alors plutôt sécurité civile, en fait, et un peu mili, voilà. Parce qu'à ce moment-là, il était financé par un de ces programmes-là, qui s'est terminé. Et après, quand je suis revenue voir sur sa page, les lignes avaient disparu. On ne parlait plus de ces applications-là. Donc, c'était intéressant. Pour eux, les applications militaires, c'est vraiment un marché secondaire parce qu'il y a trop peu de quantité. Ce n'est pas comme ça qu'ils vont se rentabiliser. Donc, si ça peut les financer, très bien, mais ce n'est vraiment pas l'objectif. Et pour ces gens fondateurs de start-up, ceux qui avaient connaissance d'applications militaires étaient ceux qui étaient des réservistes. Bizarrement, c'est bien, c'est quel hasard. Les autres n'avaient pas connaissance parce que qui est au courant des besoins de l'armée? Je veux dire, à moins d'avoir un lien quelconque, en règle générale, on n'est pas très au courant. Donc, les gens, ils ne vont pas penser spontanément, tiens, l'armée peut être intéressée. Et puis, ceux qui essayent d'avoir des contacts avec l'armée, donc à l'époque, donc il y a quelques années, quand je discutais avec eux, ils me disaient j'essaye de contacter quelqu'un à la DGA, c'est très compliqué, il faut trouver une porte d'entrée, quelqu'un répond. Et c'est vrai que c'est des gens qui, à l'époque, étaient difficiles à joindre. Donc, ça pouvait aussi décourager un certain nombre d'individus. C'est pour ça que je dis ça serait bien de tirer les leçons un petit peu plus tôt que 2018. Alors, donc, justement, question sur comment dire, l'impact éventuel du civil sur le militaire. Ça couvre pas que l'armement, je suppose que ça couvre par exemple des vêtements qui seraient plus costauds, plus imperméables, plus comment dire, calorifiques, enfin
permettre aux soldats d'affronter des conditions de campagne difficiles. Enfin, je suppose que ça couvre tous les domaines Alors, cette de l'usage bascule, de oui. l'armée. Alors, cette bascule, effectivement, c'est une bonne question. Les domaines de R&D concernés, à ma connaissance, c'est à peu près tout, sauf là où il y a vraiment que des besoins militaires, c'est-à-dire l'armement nucléaire, hein, la bombe nucléaire, effectivement, il n'y a que des applications là-dessus militaires. Le chiffrement, alors théoriquement, l'armée est censée être en avance sur le civil, parce que sinon, merci la sécurisation des communications quand même. Hein. Là, avec le développement du quantique, moi, je me pose des questions. Voilà. J'espère que le militaire reste en avance. Et il y avait un troisième domaine que j'ai oublié, mais c'est à peu près tout ce que je voyais, où là, j'étais sûre que le militaire devait être ou était en avance sur le civil, en fait. Parce que c'est plus facile pour le civil de financer la R&D que pour le militaire. Toujours pour une histoire de rendement d'échelle. Et aussi parce que c'est plus facile pour des entreprises du civil de s'associer avec d'autres entreprises du civil. Dans le militaire, comme j'ai dit, on ne peut pas s'allier avec n'importe qui, parce que ce n'est pas des ennemis, des fois. Ça peut être des amis, mais bon, chacun ses parts de marché, hein, voilà. Donc, je veux bien te refiler quelques infos, mais pas trop. Donc, c'est un peu plus compliqué. La bascule aussi, c'est faite, en fait, progressivement avec l'électronique. L'électronique a été beaucoup financée par l'armée de l'air américaine au départ, en tout cas, donc l'essor historiquement de l'électronique. Et puis l'électronique s'est répandue absolument partout, donc il y a des applications dans absolument tous les domaines et presque tous les matériels. Donc voilà, on va avoir une avance effectivement sur le civil parce que des applications sont planétaires, quoi. Moi, j'ai des gens dans les entreprises d'un moment qui me disaient pour certaines composants électroniques, on va les prendre dans les consoles de jeux. Notamment, je crois, pour du graphisme, parce qu'ils sont super bons et non, on ne va pas redévelopper derrière des trucs. Enfin, voilà, ça n'a pas de sens, en fait, quoi. Donc, ce qui pose la question de, on va dire, la rapidité pour les gens de la DGA de repérer les technos qui sortent dans le civil, parce que s'ils comptent sur les gens du civil pour aller les voir, comme j'ai dit, ils risquent de passer à côté de certaines choses. Et pendant longtemps, ils attendaient que les gens viennent les voir, beaucoup. Et après, se pose la question du redéveloppement. Parce que c'est conçu dans un certain contexte d'application, et le militaire, il y a des contextes un petit peu différents, notamment en termes de résistance au choc, résistance aux températures très élevées et très basses. Donc là, il allait falloir mettre en place un système de refinancement, enfin de redéveloppement à partir d'un certain niveau de maturité technique pour avoir, bon là, je finis de développer pour une application civile, et là, je finis de développer pour une application militaire. Voilà, donc qui va financer ça, avec quel fonds? Et là, je n'ai pas vu des choses encore très claires là-dessus. Mais en tout cas, pour la DGA, ça permettait d'avoir moins d'argent à dépenser pour développer des technos, puisque le civil le faisait déjà. Voilà, quand je parlais du problème d'argent dans la vidéo d'avant, voilà, là, c'est vrai que ça rendait bien service. Ce qui a permis de diminuer les effectifs de la DGA, ça, c'est un autre sujet. Alors, où est-ce qu'on est aujourd'hui sur les axes de R&D pour l'innovation? Aujourd'hui, donc, dans les textes, on va voir bien sûr l'intelligence artificielle, ça c'est en numéro 1. La robotisation, c'est très à la mode aussi. Le cyber, on parle que de ça. Tout ce qui relève de l'espace, on voit que c'est très important puisque ça devient comme une quatrième armée. L'hypervélocité, avec les missiles actuels, on comprend pourquoi. Les armes à énergie dirigée, moi je vois des travaux depuis des décennies. Donc là je vois que ça sort en haut de la liste, alors que jusqu'à présent on n'en parlait pas. Donc apparemment ça a l'air d'être de plus en plus au point. En tout cas, ils osent en parler davantage. La guerre électronique, ça devient central aussi de nos jours. Les nouvelles sources d'énergie, ça c'est bien parce qu'il y a 10 ans, ça n'intéressait pas alors que ça me semblait un point central. La discrétion et la furtivité, bon, ça on comprend bien aussi tout l'intérêt de la chose. Donc pour justement se rendre compte de cette bascule et de la nécessité de repenser le suivi, l'impulsion de l'innovation. Donc, on a créé le ministère de la Défense a créé l'Agence de l'innovation de défense donc en septembre 2018 avec donc, un budget de 10 milliards pour l'innovation dans la loi de programmation militaire 2024-2030. Donc, 10 milliards, c'est quand même pas mal. Qui va reprendre un certain nombre de fonctions qu'avait la DGA avant, en gros tout ce qui concerne la coordination de l'innovation.
regarder ce qui se fait dans le civil et prendre les technos qui nous intéressent. Tout ce qui relève de l'innovation participative, c'est-à-dire des militaires qui, de terrain, inventent des choses et on fait remonter l'info. Donc là, c'est cette agence-là qui va gérer. On a créé aussi ce qu'on appelle donc la Red Team. Alors ça, ce sont des gens qui sont censés imaginer comment va se comporter l'adversaire, se projeter sur 2030-2060, donc dans le futur, et avoir une prospective stratégique. Quelle sera, géopolitique aussi, quel sera l'état du monde à ce moment-là, d'où peuvent provenir les menaces, etc. Ça, c'est la DGRS qui s'en occupe. L'état de l'art au niveau technique, qu'est-ce qu'on maîtrisera a priori en 2030-2060 ? Ça, c'est la DGA. Et comment est-ce qu'on va se battre ? Bon, ça, c'est l'état-major. Voilà, on met tout ça ensemble et on essaye d'imaginer les combats de demain pour orienter les fameux axes de R&D à l'avenir. Et donc, la MIAT, c'est une agence spécialisée sur l'IA, donc qui a été créée en mars 2024 et qui pourrait fusionner avec d'autres agences prochainement. Ça, c'est à suivre dans les mois à venir. On voudrait faire une grande entité cyber et IA numérique. Tout ça pourrait être regroupé très, très prochainement. Donc ça, c'est ce qu'on fait en France. Comment c'est organisé à l'heure actuelle ? Se disant que l'idée, c'est une porte d'entrée pour tous ceux qui veulent justement proposer des technos. Normalement, ça devrait s'ouvrir facilement. On s'inscrit dans une politique européenne depuis longtemps, en fait. Alors, je ne sais pas si les gens savent, il y a une agence européenne de défense qui existe depuis 2004, qui s'occupe donc de recherche et d'innovation, également d'avoir des besoins communs, et de la maintenance. Alors, la maintenance, on n'y pense pas, mais c'est bien beau d'avoir du matériel high-tech, mais si ça tient, dès qu'il est en panne, on a du mal à le réparer, ça cherche pas, ça n'apporte pas beaucoup d'intérêt. Donc, on se rend compte qu'avoir un bon suivi en maintenance, ça sert à avoir du matériel qui dure longtemps, qui soit réparé vite et qu'on puisse avoir ça sur le terrain rapidement. Les besoins communs, c'est important aussi. Je vais peut-être y revenir plutôt après. Donc là aussi, j'ai mis une liste de domaines pour qu'on sache quels sont les domaines dans lesquels on souhaite innover. Tout ce qui relève des drones, en fait, pour aller court, donc tout ce qui est véhicules sans pilote et les technos qui vont avec, faire en sorte qu'on puisse avoir plusieurs drones aériens qui volent ensemble, par exemple, ou des véhicules terrestres qui soient ensemble aussi. Donc, système de détection et d'évitement d'obstacles, essaims de drones, etc. Qui ne se rentrent pas dedans. C'est ça aussi l'idée de détection et d'évitement d'obstacles. C'est pas juste j'évite l'immeuble, c'est j'évite de rentrer dans le voisin aussi. Tout ce qui relève des technologies spatiales. Également, alors ça me fait toujours rire, les récepteurs cryptés, donc Galileo de qualité militaire. Donc Galileo, c'est le concurrent du GPS américain, les Russes ont le leur, les Chinois aussi. Donc nous, on a Galileo, on ne parle pas beaucoup, mais on en a un. Alors pourquoi les récepteurs cryptés ? Galileo, c'est un projet européen, donc plusieurs pays ont apporté leurs petites briques à l'édifice, là où ils étaient bons. Les Britanniques étaient bons dans ce domaine-là. Le problème, c'est qu'ils sont sortis de l'Europe. Et donc, ils sont sortis de l'Europe, ils ont dit, bon, écoutez, Galileo, c'est un peu nous, vous nous laissez l'accès quand même à Galileo et de qualité militaire, soyez sympas, on a contribué, on est bon, tout ça. Et l'Europe a dit, non, vous voulez sortir, au revoir, quoi. Voilà, vous en payez le prix total, on ne va pas être sympa du tout avec vous, donc non, vous n'aurez pas accès. Et on dit, ouais, mais enfin, on est les meilleurs dans le domaine quand même. Et l'Europe a dit, ouais, on sait. Eh ben, on va se débrouiller pour être bon nous aussi. Voilà, on va redévelopper. Voilà, donc on va redévelopper une partie de Galileo. Voilà, donc une charge utile optique, évidemment, parce que le but, c'est pas juste de mettre des satellites dans le ciel, c'est voir des choses sur la Terre, donc il faut une bonne optique. Système de données massive, pouvoir envoyer beaucoup d'informations des satellites vers la Terre et peut-être inversement, pour pouvoir traiter cette masse de données. Les missiles aussi, donc missiles qui permettent de voir au-delà de la vue directe, des plateformes navales, tout ce qui est capacité électronique aéroportée, ça on en a parlé, c'est la guerre élec, le cyber et la furtivité. Voilà les domaines à la mode. Alors, ça me paraissait important d'expliquer aux gens, en fait, pourquoi l'Europe, que vient avoir l'Europe dans la défense. Alors, je ne vais pas faire toute une historique de l'Europe et l'armée européenne, ça c'est un autre sujet, mais en fait, c'est quand même sous-jacent. Je vais juste faire ces dernières années. Parce que moi, ce que j'avais appris, c'était donc l'accord de 2007,
Donc, traité de Lisbonne, hein, c'est-à-dire le traité constitutionnel de 2005 qu'on n'a pas voulu, mais qu'on nous a refait quand même. Donc, signé en 2007 et entré en vigueur en 2009. Donc, des fois, on met 2007-2009, c'est le même. Il a donc un article 346 qui dit « Tout État membre peut prendre les mesures qu'il estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre. » C'est-à-dire que l'idée, c'est je fais un marché commun de l'industrie, tous les domaines industriels. On doit passer des marchés publics, concurrence. Voilà, on doit toujours mettre les entreprises en concurrence et pas confier directement à son entreprise nationale préférée. Sauf article 346, si mes intérêts essentiels de sécurité sont en jeu, je ne passe pas par les marchés publics européens. Voilà. Donc ça, c'était l'idée. Cela dit, on voit que en fait, quelques années avant, voire plus avant, 2003, vers une politique de l'Union européenne en matière d'équipement de défense. On veut bien avoir un marché commun d'équipement de défense. 2004, livre vert de la Commission sur les marchés publics de défense destinés à construire progressivement un marché européen pour les équipements de défense entre les États membres. Donc, on fait plaisir aux États en 2007 en disant « Ok, on vous donne l'article 346 », mais la direction, elle était déjà donnée. Enfin, là, donc j'ai mis quelques dates, hein. Une stratégie pour renforcer la base industrielle de défense européenne la même année. Donc 2009, hein, la fameuse directive 2009-81 qui demande justement de faire un appel d'offres pour n'importe quoi, y compris les matériels de défense, même si on a toujours l'article 346. Ce qui fait que la DGA, par exemple, pour certains sujets, ils ne voulaient pas forcément que ce soit une entreprise non française qui réponde. Donc, on mettait des spécifications particulières pour être sûr que voilà, ce soit préférentiellement des entreprises françaises qui répondent à l'appel d'offres et qu'on puisse rester dans les clous si on attribue à l'entreprise française. 2015, on adopte un programme européen de recherche militaire. Jusque-là, on avait des programmes européens de recherche civile et puis recherche duale. Et maintenant, on dit, OK, on va financer la recherche militaire sur les fonds européens. Puis on va créer un fonds d'ailleurs dans la foulée pour ça. On le crée en 2016, mais vraiment il sera opérationnel qu'en 2021. Il a un budget de pratiquement 8 milliards d'euros sur 2021-2027. Et puis donc 2016, là aussi c'est un plan pour avoir un marché intérieur. Donc la Commission européenne estime qu'il y a trop d'entreprises d'armement en Europe, qu'on se fait une concurrence fratricide entre entreprises européennes. Et donc, il va falloir qu'il y ait des fermetures d'entreprises, en fait, il faut être clair. Alors, pas tellement dans l'aérien, je crois, mais en tout cas, surtout dans le terrestre. Et donc, il va falloir que certains États renoncent à une partie de leurs entreprises nationales pour qu'il y ait moins de concurrence. On va voir donc un programme européen pour l'industrie de la défense donc, qui sort en 2022 justement là-dessus. Donc on se dit, si les entreprises vont coopérer entre elles, en fait, les liens vont se faire et vont se dessiner spontanément des chaînes de valeur. On va savoir pour tel type de matériel, c'est telle entreprise qui est performante à ce moment-là de la chaîne, en amont, ça là plutôt comme équipementier, ça là plutôt comme intégrateur systémier, et les autres n'auront pas de contrat et elles vont disparaître. Et comme ça, on sera compétitif puisque seuls les meilleurs sur le territoire européen vont rester. Et si on prend les meilleures entreprises de chaque élément de la chaîne de valeur, au total, on aura le meilleur produit. Donc ça, c'est la croyance de la Commission européenne. Et moi, j'explique toujours, ce n'est pas forcément parce qu'on prend les meilleurs qu'on aura forcément le meilleur produit, en fait. Parce qu'il faut bien s'entendre, il faut avoir des méthodes de travail compatibles, peut-être avoir des problèmes de langue, hein, j'en sais rien. On a vu des fois qu'il y avait des problèmes quand on faisait travailler ensemble, des gens qui comptent en mètres et des gens qui comptent en pouces. Ça fait exploser une fusée à un moment donné. Donc, voilà, ce n'est pas forcément la meilleure stratégie. La meilleure équipe, elle n'est pas forcément composée des meilleurs joueurs, à titre individuel. Mais voilà, donc ça, c'est la logique de la Commission européenne. Et donc, en 2022, on s'est aperçu que la chaîne d'approvisionnement, c'était quand même aussi très important. Et ça, je pense que les gens l'auront compris. On s'en est aperçu dernièrement sur d'autres produits que de l'armement. Voilà, donc je ne vais pas trop rentrer là-dessus. Voilà, mars 2024. Donc là, c'est tout nouveau et est sorti, donc il y a moins d'un an, la première stratégie industrielle de défense au niveau européen. Donc ça s'appelle EDIS en anglais, SEAD en français, mais c'est la même chose.
Et donc là, on dit qu'il faut investir davantage. Je reviendrai sur le fait qu'on ne met pas assez d'argent dans la défense, ça c'est dans les textes. Mieux parce qu'on ne dépense pas bien, je vais expliquer ce que c'est que mal dépenser. Dépenser ensemble, donc on revient sur l'idée de coopérer, et européen, parce que c'est mieux d'acheter européen que d'acheter américain, en clair, voilà, c'est ça que ça veut dire. Mais, alors ça c'est bien gentil sur le papier, mais concrètement, si on veut se mettre ensemble pour acheter un missile, un bateau, un avion, il faut avoir un besoin commun, c'est un peu la base. D'où le fait qu'on a vu l'AED déjà dès 2004, essayer de travailler sur un besoin commun. Mais on fait... Comment avoir un besoin commun ? Il y a eu un exemple très concret, la France qui a voulu acheter avec l'Italie les bâtiments de projection et de commandement. La France navigue sur toutes les eaux du globe. L'Italie, ce qui l'intéresse, c'est son littoral, en fait. Quand vous avez un bateau qui doit naviguer sur toutes les mers du monde et un bateau qui se contente de la Méditerranée, vous n'avez pas un besoin commun, c'est pas possible. Donc, on a fait un bateau commun, mais de mémoire, il n'y a que 20% de communalité, en fait, dans le bateau. Donc, voilà, besoin commun, vous n'avez pas les mêmes pratiques, vous n'avez clairement pas les mêmes besoins, vous n'avez pas les mêmes ambitions. La France a pour ambition, justement, d'être en capacité d'intervenir en premier partout sur la planète. Ça, c'est son niveau d'ambition. À part nous, les Britanniques, ça n'intéresse pas grand monde au niveau européen. Donc là aussi, comment formuler un besoin commun ? Ça veut dire qu'il faut qu'on s'aligne sur les ambitions stratégiques, qu'on s'aligne sur les intérêts stratégiques, qu'on s'aligne sur ce qu'on attend de nos armées, en fait, derrière. Donc, à travers le besoin commun et derrière, finalement, les besoins de R&D, parce que je veux un bateau qui sache faire ci, c'est ça, je vais développer la R&D dont j'ai besoin pour que mon bateau fasse ci et ça. Et mon bateau, il va servir des ambitions stratégiques derrière. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas dissocier, pour moi, l'ambition de l'armée, de l'équipement et de l'innovation, en fait. Ça va ensemble. Alors, pour formuler un besoin commun, parce qu'ils sont tenaces, ils veulent absolument y arriver, ils ont mis en place tout un tas de plans, de procédures, de méthodes. Donc là, j'en ai donné 3. Plan de développement des capacités, ça veut dire on se réunit tous ensemble, tous les États membres, et on regarde où on a des lacunes capacitaires. Et on dit, tiens, tu as les mêmes lacunes que moi, déjà, c'est bon à savoir, on pourrait coopérer, travailler ensemble à développer le véhicule qu'il nous faut. Examen annuel coordonné en matière de défense, donc c'est EACD en français, CARD en anglais. On va identifier les projets collaboratifs communs. Donc, quelle collaboration serait possible pour identifier les lacunes qu'on a identifiées dans le plan d'avant. Et ça, c'est tous les ans. Voilà. Le premier CARD, là, il date de 2020. La coopération structurée permanente, elle date de 2007. Et là, c'est pour dire, s'il faut qu'on attende à tous les pays que nous sommes, on n'est pas prêt d'avancer, parce qu'on est quand même beaucoup. Ceux qui sont prêts, ils n'ont qu'à aller plus vite ensemble et puis les autres suivront. Donc, ce qu'on appelle l'Europe à 2 vitesses. Voilà. Donc, voilà. Donc, ce qui fait que c'est compliqué pour les États de dire non, ça ne m'intéresse pas. On connaît les lacunes des États, on connaît un certain nombre de choses. Voilà. Donc, dans cette stratégie, donc sécurité d'approvisionnement via une BIT2, donc une industrie européenne capable de répondre à nos besoins, donc il faut la soutenir, donc il faut la financer. Culture de préparation à la défense dans l'ensemble des politiques, voilà, pour préparer les esprits sur le fait que c'est important. Stimuler la coopération entre les industries de la défense de l'Union et avec l'Ukraine. Donc ça vient, on doit travailler avec l'industrie de l'Ukraine. Moi, je ne suis pas spécialiste, je ne sais pas en quoi ils sont bons, mais en tout cas, c'est une injonction de la Commission européenne. Et on nous demande aussi donc de s'associer avec l'OTAN et nos partenaires stratégiques. Ça, on y reviendra parce que c'est une vraie question de fond depuis, alors je ne dirais pas tout à fait la création de la forme politique d'Europe puisqu'elle a changé de nom, mais en tout cas, relativement tôt, s'est posé la question d'une défense européenne, mais déjà, je vais revenir à la chute de l'URSS. Voilà. Partons de là. Là, on s'est dit, est-ce qu'on fait une armée européenne distincte de l'OTAN ou pas ? Et la plupart des pays ex-soviétiques ont dit, non, pourquoi vous voulez faire une armée européenne ? L'OTAN, ils sont très bien, moi je rejoins l'OTAN, c'est ce qu'ils ont fait, et puis l'armée de l'UE, ça ferait doublon avec l'armée de l'OTAN. Et là, il y a des pays de l'Europe qui ont dit, ouais, mais enfin bon, les Américains, on les aime bien, mais des fois, c'est bien d'être un peu indépendant des Américains quand même. Donc, ce serait bien d'avoir notre propre armée.
Alors déjà, on a la note, mais on voit bien qu'on ne fait pas le poids face à l'armée européenne. Si on unissait nos forces, on serait plus fort et on pourrait être une armée indépendante des desiderata des États-Unis. Et en fait, ce débat, il est sous-jacent depuis très longtemps et ça continue. On va le voir en fait que ça continue. Voilà. Oui, bah, ça tombe bien parce que voilà, j'en parle là. Le problème, c'est que voilà, quand on achète des technos américaines, alors je ne dis pas un armement, je dis une techno, ça peut être une puce électronique, hein, voilà, même s'il y a juste une puce électronique dans un matériel, dans un armement qui, pour le reste, a été 99,9% européen, on est dépendant des États-Unis. Alors, pour plusieurs raisons. Déjà, il faut qu'ils nous l'exportent. On peut signer quelque chose et puis finalement, il dit « Ah, ben, j'ai changé d'avis, je ne donne plus le bon pour exporter, tant pis pour vous. » Il faut savoir que quand on passe commande, on est livré souvent sur plusieurs années. Hein, surtout pour les gros matériels qui sont à faire. Hein, ce n'est pas dans les 6 mois, je suis livré, tout va bien. Donc, on peut être livré les premières années et puis 2-3 ans plus tard, on a une politique qui déplaît aux États-Unis. Ils disent « Ah, bah, je vais bloquer aux douanes et finalement, vous n'aurez pas le reste de vos avions. » Ah, ben, pas de bol. Voilà, donc il faut quand même penser qu'il y a cette contrainte-là quand on importe du matériel. Et il peut nous empêcher de l'utiliser. Alors ça, c'est très important. Ils ont une régulation qu'on appelle la norme ITAR aux États-Unis qui leur donne le droit de regard sur ce qu'on fait de tout matériel qui comporte ne serait-ce qu'une pièce provenant des États-Unis. Donc ça, c'est très important parce que dans ces cas-là, si un pays qui achète son matériel américain veut attaquer un pays X, en disant, voilà, si t'es pas sage, je t'attaque, et les États-Unis disent, ah, tu l'attaques avec quoi déjà? Ah, tu comptes utiliser ce missile-là, ce bateau, tout ça. Ah, bah, je suis désolée, tu as une puce électronique à moi, ça va pas être possible, je suis pas d'accord. Si tu fais ça, tu auras affaire à moi. Bon, bah, le pays, ça l'atteint beaucoup pour sa politique étrangère, voilà, et sa politique de dissuasion. Donc, c'est une certaine contrainte quand même. Voilà. Donc, c'est aussi pour ça, hein, j'achète aux Américains ou j'achète pas aux Américains. C'est une vraie question. Donc, la France a défendu, c'est tout récent, le concept de Design Authority, donc autorité de conception, pour garantir donc une souveraineté opérationnelle, souveraineté sur l'emploi en opération militaire d'un armement qui aurait ne serait-ce qu'une pièce américaine. Voilà, donc c'était en débat là, ces derniers mois. Évidemment, les États-Unis ont eu vent de l'affaire et se sont dit, bah, non, on n'a pas envie que vous soyez totalement souverain sur l'emploi que vous faites de votre armée, c'est quand même ça. On va essayer de garder un droit de regard sur vos opérations extérieures. Voilà. Donc, les Pays-Bas et la Pologne ont dit, bon, bah, si on adopte ça au niveau de l'UE, ce serait bien qu'on mette 2-3 dérogations dedans, hein, voilà, parce que ça nous arrangerait bien. Donc déjà, ça affaiblit un petit peu la politique, hein, dès que vous mettez des dérogations. Et l'Allemagne, donc ça c'était le mois dernier, a changé d'avis aussi sous la pression du secrétaire d'État américain. Ça c'était dans la presse, hein, donc c'est marqué le nom, tout ça. Moi j'ai pris la même chose, hop. Et a dit, bah, j'étais d'accord avec la France et j'ai changé d'avis, finalement, je ne soutiens plus la France. C'est un peu long à revenir. Donc, voilà, ça, c'était sorti en fin décembre ou mi-décembre. Donc, on ne sait pas si finalement on aura ce concept de souveraineté opérationnelle avec Design Authority dans les textes européens, mais ça pose question. En fait, dès le départ, ça pose question parce que dès qu'on met un fonds européen pour financer de la recherche, il y a toujours des États qui disent « Est-ce que je peux travailler avec les États-Unis ?» Et d'autres qui disent « Ouais, mais c'est des fonds européens, c'est pas fait pour aller financer des entreprises américaines. » Donc, ouais, mais est-ce qu'on est capable de tout faire tout seul? Ah ben non, on n'est pas capable de tout faire tout seul. Bon, bah alors qu'est-ce qu'on fait? Dans quelle mesure est-ce qu'on accepte de donner de l'argent aux entreprises américaines? Est-ce qu'elles nous intègrent dans leurs armements, hein? Bon, je crois qu'on a la réponse. Donc, voilà, ça pose de véritables questions. Et ça, c'est les débats très actuels. Ouais, c'est un débat quand même qui est extrêmement important sur la souveraineté de la France, ouais. Parce qu'on a l'impression qu'on est sous tutelle, là. On est sous tutelle américaine, sous tutelle européenne, et on perd tout notre savoir-faire, toute notre capacité, et on n'est plus du tout indépendant, quoi. Alors, je suppose que c'est à peu près pareil pour tous les pays, mais bon, la France était quand même un peu au-dessus de certains pays, donc elle perd complètement, ouais, sa souveraineté.
Ça m'interroge parce que quand je vois comment on a reformulé les missions de la DGA en mettant explicitement souverain 2 fois, alors qu'avant ça y était pas, Ouais. tellement Ouais. c'était évident, je pense. En fait, on a envie de dire, mais enfin, vous voulez quoi? Est-ce que vous avez un certain discours national? Et puis, parce que c'est les mêmes, hein. Ceux qui prennent la décision, c'est pas le Parlement, c'est la Commission. Et la Commission, ce sont les chefs d'État et de gouvernement des États. Donc, c'est quand même aussi qui interviennent, ça c'est le Conseil de l'Europe. C'est quand même un petit peu les mêmes, quoi. C'est des gens qui se parlent beaucoup. Donc, moi, j'ai l'impression des fois qu'il y a une espèce de double jeu. Donc, c'est pas très Oui. clair pour moi. Exactement, qu'est-ce qu'on veut finalement? Oui. Alors, cette carte, elle est intéressante pour revenir sur le débat, une armée européenne distincte de l'OTAN ou supplétive de l'OTAN. Finalement, c'est plutôt ça la question qui se pose. Donc, il faut savoir qu'on a 23 pays qui sont à la fois membres de l'UE et membres de l'OTAN. Donc, c'est ceux qui sont en bleu là-dessus. Donc, 23 membres de l'OTAN et 23 membres de l'UE. Et si on va voir les autres membres de l'OTAN, on en a 7 qui sont sur le continent européen et qui n'appartiennent pas à l'UE. Et puis, à cela s'ajoutent les États-Unis et le Canada qui ne sont tout simplement pas sur le continent européen. On en a seulement 4 qui sont membres de l'UE et pas de l'OTAN. L'Autriche, Chypre, Malte et l'Irlande. Alors, Chypre et Malte, ce sont 2 îles qui sont Chypre et l'Irlande, voilà, parce que Chypre est coupée en 2 et l'Irlande aussi, donc ça pose un peu des difficultés. L'Autriche et l'Irlande sont des pays qui sont traditionnellement neutres. Voilà, donc pour l'instant, elles se disent neutre, moi, je ne rentre pas dans une alliance militaire, quoi. Donc, je n'ai rien contre vous, mais juste, je suis neutre et je suis très bien comme ça. Donc, ce n'est pas dit qu'on ait beaucoup plus de pays membres de l'UE qui rejoignent l'OTAN à l'avenir. On a eu la Finlande qui l'a fait dernièrement, par exemple, qui était neutre et qui a renoncé. Voilà, donc on en est là à l'heure actuelle. Donc, c'est vrai que voilà, avoir 2 armées, double emploi, bon, voilà. La question se pose. Après, chacun a son opinion sur le sujet. Mais c'était bien d'avoir une carte. Alors, dans le cadre de cette stratégie européenne donc de défense qui est sortie tout récemment, les États sont invités, avec l'Europe, c'est plutôt très fortement encouragé d'ici 2030 à acquérir au moins 40% de leur matériel de manière collaborative, c'est-à-dire un peu moins de la moitié que j'achète pas tout seul, mais que j'achète en groupe. Voilà, je fais des achats groupés. Pour ça, on a créé un fonds, le DIRPA. Alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin de payer les États pour qu'ils achètent groupés? On peut dire, a priori, c'est intéressant d'acheter groupé. Alors déjà, il faut avoir le même besoin. Ça, j'en ai déjà parlé. Il faut avoir le même besoin au même moment. Parce que c'est pas tout ça, mais les matériels ont une certaine durée de vie. Si moi, j'ai besoin d'équiper mes armées en 2030 et l'autre en 2040, ça ne va pas le faire non plus. Donc, la temporalité, elle le compte également. L'idée sur le papier, elle est bien parce qu'on se dit, on est 3 États, le prix va être divisé par 3. Bon, ça, c'est la théorie. En pratique, les industriels disent, non, c'est divisé par racine carrée de n. Donc, on est 2, c'est pas divisé par 2, c'est divisé par 1,4. Donc, le gain, il y est, mais pas autant qu'on le souhaiterait. Alors, sur le papier, c'est dit, si besoin, on vous donnera de l'argent. On a donc une enveloppe de 310 millions d'euros pour compenser la complexité au cours de la phase de passation des marchés. Non, ce n'est pas que la phase de passation des marchés, c'est tout le temps, en fait, ça complexifie un peu les choses. Pour des raisons que j'ai déjà données, on a l'habitude de travailler avec certaines entreprises. Là, il faut travailler avec, je ne sais pas, des Grecs, des Lituaniens, qui on veut, on ne se connaît pas forcément. Des fois, il y a des collaborations avec la Turquie, et là, il y a des papiers supplémentaires. Quand on fait venir des ingénieurs, ça peut être un peu plus compliqué. Enfin, voilà, c'est pas si simple, et j'y reviendrai, parce que le rapport de la Cour des comptes explique que c'est compliqué. Voilà, donc il faudrait qu'on ait moins de la moitié qui soit fait ensemble, qu'on achète 40% donc d'ici 2030 et 60% d'ici 2035 des équipements au sein de l'UE, donc presque les 2 tiers au sein de l'UE. Et est-ce que la valeur des échanges, donc là c'est mon budget, au moins 1/3 de mon enveloppe globale reste à l'intérieur de l'Europe. Et donc avoir au moins les 2/3 des composants. Alors européens, je pense que c'est à l'intérieur de l'UE, je pense que l'Angleterre, ça ne marchera pas. Et donc s'affranchir des 35%, c'est-à-dire qu'en fait 100% des composants intra-UE. Ça me paraît quand même particulièrement ambitieux. Quand on voit la réalité, surtout, depuis entre février 2023 et pas 22, pardon, donc le début de la guerre en Ukraine et juin 2023, on a un peu plus d'1/5 des achats d'équipements qui ont été auprès d'entreprises européennes. Donc, on est assez loin de l'objectif, et pratiquement les 2 tiers étaient des achats américains, en fait.
Et alors, quand je parlais de la temporalité, là, on a l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, le Royaume-Uni qui ont récemment, à des dates différentes, acheté des avions de chasse F-35. La France, qui veut préparer le remplacement du Rafale, va s'allier avec déjà pas ces pays-là, ça c'est déjà vu. Et après, comme j'ai dit, il faut trouver des États avec qui on a les mêmes ambitions, quoi. Et nous, on a des ambitions très élevées au niveau de l'avion de chasse. Qui a les mêmes ambitions que nous? Puis en plus, ambitieux, ça veut dire cher quand même. Donc voilà, qui aura les moyens d'acheter des avions comme ça? Voilà, donc la question se pose. Et j'ai mis, donc en 2023, 61 milliards d'euros ont été dépensés généralement donc sur étagère, donc on ne fait même pas de programme pour développer sur mesure, et en dehors de l'UE. Voilà, donc on peut s'interroger sur le réalisme de ces ambitions. Alors j'ai mis quelques chiffres aussi parce que pour que les gens aient quand même une idée de là où on en est. À partir de 2002, dans la presse, j'ai vu pas mal d'articles disant voilà, il faut qu'on augmente nos budgets, les budgets ont augmenté. Ça date pas de 2002, voilà, ça date de 2014. Pourquoi 2014? Une réunion de l'OTAN qui dit, alors ça c'est les Américains qui disaient bon, les Européens vous êtes bien gentils, mais c'est beaucoup moi qui finance. Et vous dites, oh super, j'ai l'alliance de l'OTAN à moindre frais, fantastique. Ça suffit. Vous allez vous aussi vous mettre à dépenser et je vous donne comme objectif d'investir 2% de votre PIB dans la défense. Alors certains États n'étaient pas très loin, genre la France et le Royaume-Uni, et d'autres étaient à 0, quelque chose, donc 2%, ça faisait beaucoup. Donc il faut du temps pour monter. Donc on voit bien, en 2014, ça monte. Alors bien sûr, 2022, ça monte un peu plus vite, mais la montée, elle ne date pas de 2022, quoi. La guerre en Ukraine, pour moi, a servi d'argument formidable pour faire passer le truc auprès des populations et d'augmenter encore plus vite que ce qu'on augmentait déjà. On voit qu'on n'est toujours pas à 2%. Voilà. En 2023, on était à 1,6. L'Agence européenne de défense qui a sorti un rapport le mois dernier, voilà, donc les données 2023-2024 prévoient 1,9. On n'est pas loin. On se dit c'est bon, on va atteindre l'objectif de l'OTAN. Alors si les gens n'ont pas suivi, Trump a déclaré qu'il aimerait bien augmenter un peu la barre et la monter à 5% du PIB. Voilà. Alors, à chaque fois que moi je mets en grand écran de mon côté, je perds la capacité à passer à la diapo d'après. Donc ça, on est sur le budget de défense totale, c'est-à-dire les salaires, budget d'infrastructure, budget d'équipement, budget de fonctionnement. Donc ça, c'est l'enveloppe totale. Dans la planche d'après, on va rentrer plutôt sur la R&D. Voilà. Zut. Ah oui, donc ça, c'est la comparaison des budgets de défense. Oui, parce que alors, la France aime bien se comparer à l'Allemagne et l'Europe aime bien se comparer aux États-Unis. Donc voilà un peu une idée. Donc on voit que ça augmente entre 2023 et 2024 pour tout le monde, donc la France, mais également quand on prend tous les pays de l'UE et pour les États-Unis aussi. Et pour donner un ordre de grandeur, entre l'Europe et les États-Unis, on est à x2,5. Voilà, donc si on veut faire de la concurrence aux États-Unis, on a encore une longue route devant nous, on n'est pas rendu. Et après, il faut regarder aussi la manière dont c'est structuré au niveau des États-Unis. Ça ne fonctionne pas pareil qu'en Europe. Eux, ils sont plutôt, je pense, restés, j'ai l'impression, dans une logique où je finance la défense sans problème, il y aura des retombées dans le civil. Bon, nous, ça marche. Enfin, on n'est pas de taille, quoi. C'est pas possible, c'est pas la même logique. Mais bon. Voilà, on se compare toujours aux États-Unis. Donc là, on est sur les dépenses de R&D. Donc là aussi, on voit que ça augmente depuis 2016, ça a un petit peu plus de temps pour le volet R&D du budget de défense. Et on voit bien tout le pic depuis 2022. Alors là aussi, j'ai mis quelques chiffres pour qu'on se compare, savoir où est-ce qu'on en est. Donc dépenses de R&D défense 2023, UE 11 milliards, la Chine 21 et les États-Unis 129. Voilà. On prévoit donc 13 milliards pour 2024, donc voilà, ça augmente petit à petit. Mais si on veut rivaliser, ça va faire vraiment beaucoup d'argent. Alors, R&T, là, c'est plus la recherche amont. Voilà, donc c'est la recherche fondamentale avec les démonstrateurs. Donc là, on tombe à 4 milliards pour l'Union européenne sur 2023.
on est à 1,4% des dépenses totales de défense et on est censé mettre 2% dedans. Donc là aussi, on a des objectifs, on n'y est pas et il faut qu'on augmente encore. Donc on voit, pareil, on a augmenté à partir de 2016, grosso modo, et puis depuis 2021, ça plafonne à peu près, quoi, là, ou non, 2019, pardon, ça plafonne un petit peu et on est censé augmenter encore beaucoup plus. Et quant à la recherche collaborative, on a 6% des dépenses totales en collaboration. On devrait faire 20% des dépenses de R&T. On en est très loin, quoi. Voilà. On en est très loin. Alors ça, c'est donc pour le niveau européen et collaboratif. Au niveau national, alors voilà, si on est un peu sur les limites de cette politique d'innovation de défense au niveau national, j'ai expliqué pourquoi on en recherche cette innovation de rupture. Alors moi, j'ai hypothétique parce qu'on n'y arrive pas forcément. Et par le passé, on a gagné des guerres sans avoir d'innovation de rupture. Donc pour moi, c'est un peu courir après le Graal. On discutera de l'efficacité opérationnelle dans une conférence ultérieure parce que là, je pourrais y passer encore 1h30, donc on va s'arrêter. Une autre limite de la politique d'innovation de défense, elle est donnée par les acteurs eux-mêmes, en fait. Ils disent le problème, c'est que les programmes, enfin, on met du temps pour les développer. Après la Première Guerre mondiale, c'était 5-7 ans. On est passé à 10, 12, 15. Maintenant, pour les gros programmes, c'est 20. Voilà, enfin, comment vous voulez anticiper où en sera l'état de la techno dans 10, 15, 20 ans? Alors, on a une petite idée, hein, les industriels ont une petite idée. Sur 5 ans, ok, après, plus, ça devient quand même plus compliqué. Et puis surtout, on contractualise, on passe commande, on dit à l'entreprise, voilà, je t'ai écrit les spécifications techniques et tu me mettras ça dedans. Les entreprises disent, alors, elles savent un petit peu ce qui va sortir, comme je disais, d'ici quelques années. Donc, elles peuvent dire, bon, bah, on met comme spécification technique telle et telle techno qui n'existe pas maintenant, mais on sait que d'ici 10 ans ou 5 ans, on va la maîtriser. Mais voilà, enfin, on ne peut pas non plus écrire noir sur blanc des trucs dont on n'est pas sûr. Et puis, il y a des choses qu'on ne sait pas qui vont sortir, puisque ça vient du civil et qu'on ne sait pas tout ce qui se fait dans le civil non plus. Donc, sinon, il faut faire des avenants, il faut rediscuter des prix, machin. Donc, c'est vrai que ça complique un petit peu les choses. Il y a aussi la question des besoins. Les militaires, comme je disais, hein, c'est vrai qu'ils sont plutôt court-termistes parce qu'ils voient ce qui se passe. On ne prédit pas la guerre de demain. On sait que ce ne sera pas comme c'est prévu. Donc, c'est pareil. Comment vous voulez anticiper d'avoir tel équipement dans 15 ans alors qu'on ne sait pas quelle sera la guerre déjà dans 10 ans? Et le matériel, comme il est censé durer 40 ans pour les grands matériels, enfin, vous voyez, il y a cette contradiction entre définir son besoin, connaître bien les matériels, tout ça, pour un contexte géopolitique qu'on ne maîtrise pas du tout. Voilà, puis après, voilà, il y a ce que je disais sur concilier innovation civile, innovation militaire, sur le problème du redéveloppement, et puis orienter l'innovation civile, enfin voilà. Là, il y a quelque chose qui est à penser, je crois, encore un petit peu. Alors, les limites de la politique, donc à l'échelle internationale, c'est les fameux problèmes liés au programme en coopération. Comme je disais, il faut s'accorder sur le calendrier, il faut s'accorder sur les spécifications, et comme tu le disais, il faut tenir dans la durée. Parce que, bon, je suis désolée pour eux, mais le Royaume-Uni, il a quand même une certaine réputation de se dire toujours intéressé pour entrer dans des programmes en coopération, ne serait-ce que pour voir ce qui s'y passe, si ça les intéresse, et de les lâcher au bout de X temps. Voilà, donc ils se sont fait un petit peu mal voir. Bon, en même temps, voilà, c'est les conséquences de leur comportement. Et sur les problèmes, voilà, je voulais lire ce qu'écrit la Cour des comptes dans un rapport qui est complètement dédié au sujet, puisque ça s'appelle « La coopération européenne en matière d'armement, un renforcement nécessaire soumis à des conditions exigeantes ». J'aime bien les rapports de la Cour des comptes parce qu'ils sont quand même bien faits, je trouve bien écrits, plutôt justes et modérés. Donc là, j'ai pris un extrait où ils expliquent que donc la plupart des grands programmes en cours ont rencontré des succès technologiques, parfois remarquables, mais aucun n'a atteint la totalité des caractéristiques militaires espérées et n'a respecté son calendrier. Donc en gros, on se dit « j'espère avoir ça » et on n'a pas tout ce qu'on voulait à l'arrivée. Les programmes réalisés en coopération sont en outre affectés de travers propres, à savoir une durée plus longue, puisqu'il y a toujours des retards, beaucoup plus parce qu'il y en a aussi dans les programmes nationaux quand même, mais ça met en tout cas encore plus de temps, donc il ne faut pas être pressé. Des montages industriels complexes,
et la multiplication des versions d'équipements produits. Ah oui, parce que ça aussi, pour forcer le fait qu'on se met d'accord sur un même matériel, en fait, on va le décliner en des tas de variantes. L'hélicoptère ANH-90, je crois de mémoire, il y a 19 variantes. C'est un hélicoptère de transport. Donc voilà, donc ça aussi, on se dit on va faire des économies d'échelle, mais en fait, comme on a plein de variantes, bon, bah, les économies d'échelle ne sont pas aussi importantes qu'espérées. Le partage des coûts de développement est le principal avantage des coopérations, ça ok, mais il est compensé dans l'état des pratiques observées par des retards, nous dit donc le rapport de la Cour des comptes. Et puis, la commission se disait, en forçant les entreprises à coopérer avec des étrangers, petit à petit, on va avoir cette fameuse base industrielle de défense intégrée dont on rêve, avec donc les doublons qui vont sauter, et donc les États qui pour l'instant sont pratiquement autonomes vont forcément devoir renoncer à au moins quelque chose. On ne va pas non plus tout garder dans 2 États et plus rien ailleurs. En tout cas, cette intégration, elle ne se fait pas. Voilà, donc ça, c'est pour la question des programmes en coopération. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, voilà, c'est que les programmes européens, ils obligent, en fait, ils disent, voilà, on a des sous, j'ai donné les montants, on a de l'argent, mais si vous voulez les avoir, il va falloir que vous vous associez avec au moins 3 pays, qu'au moins 3 pays soient représentés. Alors là aussi, j'en ai discuté avec des startups parce que les grandes entreprises ont plus l'habitude, mais elles me disent, pourquoi est-ce que j'irais demander un dispositif Astrid, rapide, tout ça? Moi, je travaille avec l'entreprise machin d'Alsace ou de Toulouse ou de Grenoble, ou là où on veut. Je les connais bien, ça marche bien, on n'est pas loin, si on a besoin de se voir, je prends le train. Voilà, c'est facile de coopérer avec cette entreprise-là. Et si je veux avoir des fonds européens, je dois lâcher celui avec qui j'ai l'habitude de travailler pour travailler avec des Grecs, des Tchèques, des machins. J'ai rien contre ces gens-là, mais juste, je ne les connais pas. On ne parle pas la même langue. Si on a besoin de se voir pour régler un problème, ce n'est pas le même prix, c'est un peu plus long, c'est un peu plus compliqué. Donc, j'en ai qui m'ont dit, moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, les fonds européens, ok, c'est gentil, mais je préfère y renoncer et me débrouiller par d'autres moyens. Voilà. Et le reste, j'en ai parlé. Donc, ça, c'est le fameux rapport de la Cour des comptes. Oui, alors ça, on n'est pas vraiment sur la politique d'innovation, mais comme c'est tout récent, j'ai trouvé intéressant d'en parler. Ça, c'est la politique d'équipement avec la fameuse obligation d'avoir l'appel d'offres européen. La Suède avait donc prévu de remplacer son fusil d'assaut par un autre, et elle avait discuté avec la Finlande et se sont dit, voilà, si tu veux bien qu'on passe une commande groupée, ton armurier m'intéresse, oui, d'accord, faisons une commande groupée, parce que moi, j'ai aussi besoin, ça colle avec mon calendrier, ça colle avec mes besoins. On trouve un accord valable jusqu'en 2053, donc comme je parlais, entretien, pièces de rechange, maintenant, c'est bien quand même d'avoir un accord dans la durée avec son fournisseur. On va bénéficier d'économies d'échelle puisqu'on a une commande groupée. En plus, comme on a le même armement, on sera bien interopérable par la suite. C'est impeccable, allons-y. Ce à quoi l'armurier allemand a dit, oh là là, oh là là, oh là là, c'est quoi cette histoire? Que de quoi vous passez une commande au niveau de l'Europe et vous ne faites même pas d'appel d'offres? Non, mais je vous rappelle, l'obligation, marché public, tout ça, article 346, vous êtes sûr que vraiment ça joue? Ok, donc la Suède a dit, écoutez, puisque c'est comme ça, si en plus il faut qu'on repasse tout depuis le départ, qu'on refasse un appel d'offres, qu'on étudie les machins, on n'est pas rendu, moi je suis désolée, mais là déjà, négocier avec la Finlande, ça m'a pris un certain temps, moi j'ai plus le temps, faut que j'achète en urgence quelque chose pour mon armée, donc je ne vais pas acheter européen, je vais passer commande sur étagère à un fournisseur américain. Voilà, donc pour la conclusion, je voudrais rappeler que donc, cette politique d'innovation militaire, en fait, elle est relativement récente quand on se place sur le temps long. Il faut bien voir qu'on dépense de plus en plus d'argent public dans la défense donc, depuis 2014, et si en plus on a l'objectif de 5%, je ne raconte pas, il y en a, ça va être encore plus important. Dans la R&T, voilà, on a commencé aussi, alors c'est avant la guerre en Ukraine, hein, voilà. Ça, je tiens à le dire. Évidemment, la guerre en Ukraine, ça donne une raison supplémentaire pour mettre encore plus d'argent. La Commission européenne donc, s'implique dans la défense depuis déjà un moment. Elle est très soucieuse donc, d'avoir une industrie moins fragmentée, comme elle dit, à l'échelle de l'UE. Et elle veut donc elle pousse à faire
des programmes en coopération pour que les armées nationales prennent l'habitude de se fournir en partie chez un autre pays que le leur, en tout cas plus qu'avant. Et elle espère que de cette façon-là, on aura moins d'entreprises, que les États accepteront de renoncer à certaines de leurs capacités industrielles propres et avoir ainsi une armée européenne avec des équipements européens. J'essaye d'avoir ma planche d'après. Oui, alors ça, je voulais le mettre parce que c'est le commandant suprême allié transformation de l'OTAN, l'amiral Pierre Vendier, donc un Français qui a été nommé au cours de l'été dernier. Et dans une interview qu'il a donnée en novembre 2024, fin novembre, c'est aussi tout récent, lui annonce un objectif de 3% du PIB dans les 18 mois. Donc je ne sais pas si ça sera 3, 5, 4, on verra bien. Mais en tout cas, pour lui, c'est important d'augmenter. On ne dépense pas encore suffisamment et voilà comment il justifie. Il dit déjà 3%, vous trouvez que c'est beaucoup. Je vous rappelle que pendant la guerre froide, c'était encore plus important que ça. Donc voilà. Hein. Ensuite, il dit il y a la guerre en Ukraine qui mélange, c'est un mélange de guerre de tranchées, d'artillerie à l'ancienne, avec des technos de pointe, drones, missiles, hyper véloces, cyber combat, machin chouette. Et il dit un truc qui est très juste. Hein. Il dit c'est pas parce qu'on rajoute des armements avec des technos de dernier cri qu'on retire des matériels avec une techno ancienne. Généralement, ça se cumule. Et ça, c'est vrai. Et donc, comme ça se cumule, vous avez une panoplie plus importante dans votre armurerie que vous devez entretenir en plus derrière. Donc, ça vous coûte effectivement plus cher. Et après, un argument que j'ai trouvé, moi, personnellement, assez étrange, il nous dit l'Europe représente 10% de la population mondiale et 50% des dépenses sociales mondiales. Il vient un moment où nous devons nous dire que si nous devons nous défendre, nous aurons à faire un petit rééquilibrage. Voilà. Donc, je vous le livre parce que c'était dans un article Politico, donc c'est important d'être au courant aussi. Et donc tout ça, ça pose un certain nombre de questions. Moi, j'en ai listé quelques-unes, on peut en trouver d'autres. Hein. Donc les armées des pays de l'UE ont-ils des intérêts stratégiques suffisamment similaires pour nécessiter des équipements communs, ou en tout cas qu'on essaye de communaliser? Comme j'expliquais, voilà, si on va avoir des équipements communs, il faut des intérêts stratégiques communs. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'on a la même vision de nos besoins, de nos ambitions? Est-ce qu'on peut accepter de dépendre de pays tiers, même s'ils sont intra-européens pour nos équipements? Oui, alors là, j'en ai pas parlé, mais on a l'habitude d'acheter et de faire en coopération à l'échelle française. MBDA, c'est quand même plusieurs pays. On a des Anglais, on a des Espagnols, on a des Italiens, on a des Français. Donc, on a l'habitude. EADS, le groupe Airbus, il y a également des Espagnols dedans, des Anglais. Donc, on a l'habitude de faire avec plusieurs États. Et je dis ça parce qu'on a un système, que je connais bien, le système ici anti-char Milan, qu'on a fait avec l'Allemagne. C'était dans les années 70-80, c'est un vieux truc. Et on avait signé avec l'Allemagne je ne me souviens jamais, 72, autour de 72, l'accord qui s'appelle de Brest-Schmidt, 72-73, qui dit, on fait ensemble, mais on se prévient mutuellement. Si moi, j'ai besoin d'exporter, tu ne mets pas des bâtons dans les roues. On est bien d'accord. Ouais, je suis d'accord, je signe. Okay, voilà. Et de fait, l'Allemagne a bloqué, a traîné des pieds un certain nombre de fois quand on a voulu exporter à certains États, en dépit de l'accord de Brest-Schmidt. Et ça, il y a des parlementaires qui ont soumis la question au gouvernement en disant oh là, on a signé l'accord de Brest-Schmidt, l'Allemagne ne respecte pas son accord, qu'est-ce que vous faites, les cocos, quoi? Parce que nous, on a quoi comme moyen derrière? On est juste bloqué pour tel matériel, hein, parce que ça ne leur plaît pas qu'on exporte dans des pays du Moyen-Orient. Donc, elle est où la garantie, quoi? Donc, on a des précédents là-dessus. C'est pour ça que je pose la question. Y a-t-il un risque de perte de souveraineté opérationnelle, pour reprendre le concept, hein, voilà, et d'autonomie stratégique si on perd des entreprises nationales de sa habilité, qu'on n'est plus capable de savoir faire en interne, en tout cas avec ceux à qui on a l'habitude, des entreprises où l'État a des parts actionnariales pour pouvoir quand même intervenir. Voilà. Pour l'instant, on s'est protégé comme ça. Et puis en fait, la question ultime, hein, que j'ai essayé de montrer, c'est qu'on va vers une armée européenne, c'est quand même l'objectif derrière, à travers ces politiques de R&D et d'équipement, quoi. Et ça, voilà, c'est une décision qui devrait être prise aussi par les peuples, me semble-t-il, à un moment donné, en connaissance de cause.
Oui, c'est sûr, comme on va sur une politique, de santé européenne, comme on va sur une politique économique européenne où en fait, chaque pays est comment dire? Est dépouillé, vraiment de sa souveraineté et bon, on a industrielle aussi, enfin on voit bien que les pays n'existent plus face à l'Europe, hein, ou dans l'Europe. C'est vraiment un problème, ouais, c'est un vrai problème ça, c'est un vrai problème. C'est un Parce problème, que en fait, à double niveau parce qu'il y a le côté souveraineté nationale par rapport à l'échelle européenne et même là, une arme européenne, dans quelle mesure est-ce qu'elle est indépendante des États-Unis? mmh, Voilà, donc en fait, c'est presque une histoire de poupée russe entre la dépendance de l'État vis-à-vis de l'UE et vis-à-vis des États-Unis derrière. c'est ça, c'est ça. On est complètement aliénés là, si on va dans ce chemin-là. Déjà aujourd'hui, on le voit bien, il y a plein de normes européennes mais qui nous enquiquinent tout le temps. Et qui en plus sont pas forcément les mêmes avec des pays avec lesquels on fait des échanges. Nos agriculteurs, ils le dénoncent tous les jours, ça. Eux, on leur demande des normes strictes, sévères et compagnie, et on accepte des importations de pays où ces normes-là sont pas respectées. C'est pas normal. C'est pas normal du tout. Et on nous dépouille. Moi, j'ai l'impression, très honnêtement, que la France, elle est visée, qu'on veut nous descendre. On veut nous dessouder complètement. Et c'est vraiment grave. Tiens, à l'heure actuelle, est-ce que, puisque tu parlais d'entreprises d'armement qui ferment ou qui vont être amenées à fermer, est-ce qu'on en a sur notre territoire qui ont fermé ces dernières années par rapport à cette politique de mutualiser? Non, pour l'instant, c'est pas le cas parce que on essaie de garder des intégrateurs systémiques en fait. Et on a l'habitude de passer des commandes aux mêmes intégrateurs systémiques qui étaient pour certains des anciennes entreprises publiques, des CNAS, hein, qui étaient les Arsenaux, Nexter, qui était l'ancien Arsenal, pas Arsenal, Manufacture d'État précédemment. Enfin, voilà. Donc, il y a certaines entreprises avec lesquelles on a l'habitude de passer des contrats. Et les plus petites, des fois, se plaignent. Enfin, je pense notamment aux PME, start-up, vraiment celles qui sont tout en bas, qui pourraient des fois contractualiser avec la DGA, mais la DGA dit non, 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 moi je contractualise avec des grands parce que j'ai besoin d'avoir une solidité financière. Justement parce que mon armement, là, je l'achète, il va me servir longtemps et j'ai besoin d'avoir un interlocuteur qui dure en face. Parce que si Mmh. j'achète un truc et que 3 ans, 5 ans, 10 ans plus tard, l'entreprise n'existe plus, je fais comment? Pour la Oui. maintenance, je fais comment? Pour les pièces détachées, je fais comment? Ça va poser problème quand même. Mmh. Donc j'ai besoin d'avoir le même en face de moi, solide, et je sais qu'il ne va pas bouger celui-là. Après que lui contractualise avec qui il veut derrière, voilà, pour se fournir avec les composants, les équipements, voilà, ça le regarde, mais ce sera sa responsabilité qu'il engage vis-à-vis de moi, client. D'accord, OK. Et Donc, je voulais te demander là, je voulais te demander aussi le budget, militaire, de la France a été, augmenté. Alors je me rappelle plus les chiffres exactement, mais, est-ce qu'une partie de ce budget est attribuée à l'Europe, à l'Union européenne, dans le cadre de ces projets de partenariat, collaboration? Ou est-ce qu'il est, entièrement, il reste en France? Bon, pour des achats, on l'a bien compris, qui peuvent se faire à l'étranger aussi, mais est-ce que c'est vraiment, notre armée qui va le dépenser ce budget oui, entièrement? oui. Après, effectivement, l'armée peut acheter à des entreprises en partie non françaises, mais européennes ou américaines. Ça arrive aussi, on achète aux États-Unis, hein. En D'accord, urgence, ça nous arrive aussi. OK. Donc la France, hors ce budget militaire, elle va aussi contribuer à un budget, militaire européen, en envoyant d'autres milliards alors je suppose? Ah oui, c'est ça, c'est qu'on donne de l'argent au budget de l'UE qui après dit bah ça, je mets tant sur tel programme, je mets tant sur tel programme et tant sur tel programme. D'accord. Mmh. OK, ben écoute, merci beaucoup, hein, pour toutes ces explications ces informations qui sont enfin moi ça m'inquiète tout ça, ça m'inquiète et ouais.
je trouve que c'est important que les gens se renseignent et c'est bien que tu nous expliques tout ça parce qu'effectivement, c'est un domaine qui est compliqué, qui est très spécialisé. Donc, on n'est pas, moi, c'est pas mon domaine et c'est pas le domaine de beaucoup de Français ou d'habitants de France en tout cas. Et c'est compliqué de s'intéresser à ça et je trouve que la façon dont tu l'abordes est très pédagogique et que justement, ça permet à des gens qui sont pas sur la question, comme moi par exemple, de comprendre quand même certaines choses qui sont très importantes et qu'on devrait savoir, quoi. On devrait tous savoir. Oui, bah Merci merci, beaucoup à toi. c'est mon but, ouais, que les gens puissent comprendre et après chacun se fait son propre avis, mais au moins être informé de ce qui se passe depuis déjà des décennies et la direction dans laquelle on va et tous les enjeux en fait qui vont avec, qu'on puisse décider de manière éclairée, donner son consentement éclairé ou pas d'ailleurs de consentement à la direction qui est prise. Oui, oui, consentement, et tu en as parlé hein, du référendum de 2005 qui a été complètement. Enfin, la réponse des Français a été complètement bafouée, quoi. Donc, même quand on ne donne pas son consentement, on se fait toujours avoir. Pour l'instant, oui. Pour l'instant, oui. Alors, si j'ai bien compris de la petite parenthèse dans ton développement, la prochaine interview devrait parler de l'efficacité opérationnelle européenne discutable, c'est ça? D'une efficacité opérationnelle du high-tech. Ah, du high-tech, d'accord. Voilà, C'est ça. puisqu'on court après, justement, c'est le discours qu'on entend en fait. Hein. On dit on n'est pas prêt vis-à-vis de la Russie et c'est vrai. C'est pour ça qu'à partir de 2022, il y a eu un pic parce que jusque-là, on faisait les gros bras, puis on s'aperçoit que en fait, on ne va pas faire le poids contre la Russie si on veut se battre. Donc, on va essayer de gagner du temps. Et vous dites voilà, on va mettre beaucoup d'argent pour avoir une remise à niveau. C'est comme ça que c'est présenté, de manière à être en capacité de mener un conflit de haute intensité. Voilà. Donc, on se dit, il va nous falloir donc, de la techno et de la techno de pointe, toujours pour les raisons que j'ai exposées très rapidement au début. On se dit que c'est absolument indispensable pour gagner n'importe quelle guerre et surtout vis-à-vis de la Russie. Donc, c'est pour ça qu'on va justifier des grandes dépenses. Donc, moi, j'interroge cette efficacité opérationnelle du dernier cri. Est-ce que vraiment c'est indispensable pour gagner des guerres? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres stratégies? D'accord. Donc, les limites du high-tech. D'accord, ok. Ok. Et puis, oui, les limites du high-tech, les limites de toute cette politique. Et il y a quelque chose que tu as cité au tout début, c'est les forces morales. Et aujourd'hui, où en sont les forces morales je dirais déjà dans l'ensemble de notre pays, hein, évidemment dans l'armée, dans les corps armés, dans les corps de sécurité comme la police, la gendarmerie, les pompiers aussi, où en sont nos forces morales, parce que je crois qu'on épuise les gens. Il y a énormément de démissions, énormément de départs anticipés à la retraite. Et puis des remplacements qui sont difficiles à faire avec des gens qui n'ont pas le niveau. Hein. Maintenant, je crois que c'est une notoriété publique. Hein. Il y a beaucoup de gens qui sont embauchés sur des postes très spécifiques de sécurité, que ce soit intérieur ou extérieur, et qui n'ont pas le niveau. Donc, le high-tech, c'est bien, mais l'être humain, enfin, moi, j'en reviens toujours à l'être humain. Et sa force morale, elle est importante. Je vais te laisser le mot de la fin, Sophie. On te remercie encore 1000 fois pour cet exposé, comme d'habitude, brillant. Et mot de la fin. Oui, alors c'est sûr que les forces morales, pour moi, c'est absolument fondamental parce que même si on n'a pas les meilleurs outils, si on a l'envie, si on a la motivation, si on est déterminé, si c'est important pour soi d'atteindre l'objectif, on va trouver les moyens d'y arriver. Alors, c'est peut-être pas le top merveilleux, mais surtout dans les guerres, on voit bien, enfin, je pense à la Deuxième Guerre mondiale, on a perdu sur le terrain, mais on n'a pas perdu sur le plan des forces morales. Il y en a qui ont dit, oh là là, non, mais moi, je refuse cette défaite-là. Et c'est les forces morales qui ont permis cette résistance-là et de renverser après avec tellement d'autres facteurs. Donc, pour moi, c'est presque le facteur numéro 1, en fait, effectivement.
Voilà, donc je parlerai aussi de la place de l'humain dans la prochaine conférence. Ben, Je merci. remercie les personnes qui sont arrivées jusqu'au bout de la présentation. Merci beaucoup, ouais, merci à eux aussi. Et puis, force morale, tu as raison de le rappeler, avec la résistance, c'était aussi des forces civiles, enfin des forces morales civiles qui ont fait la différence. Et ben, comme un peu j'ai commencé le début de cette émission, les forces civiles, les forces morales civiles, c'est nous les citoyens. Donc, restons soudés, restons déterminés, restons vraiment respectueux des valeurs de notre pays et de notre humanité. Merci beaucoup, Sophie. Merci à tous. À très bientôt.